Est-ce que là, ça marche? Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que là, ça marche? Ah oui, je m'entends. OK. Là, normalement, c'est bon. C'est mon petit côté blonde. J'avais appuyé sur, sur, mute sur le micro, donc forcément, ça risquait pas de marcher. Bon, super! Alors du coup, je vois vos commentaires, je les voyais pas. J'ai le son. Super, on est prêt. Il est 9h10. J'ai une matinée de folie. Le live avec vous, génial pour démarrer la journée. Ensuite, le Zoom avec les pros qui auront envie de me rejoindre. Et ensuite, j'enchaîne avec la cohorte 2 de l'IB que je retrouve sur Zoom également pour faire une session de questions-réponses sur les protocoles. Bon, alors qui on a? Jean-François toujours. Salut Jean-François, donc je t'avais dit bonjour, hein. Salut Claire, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu lançais des ateliers sophro en septembre. Bravo, c'est chouette. Salut Marlène, salut Christelle. J'espère que tu vas bien. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu, je crois. Et salut Stéphanie. Bon, on a 5 5 leptos. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que pour certains, peut-être que vous êtes rentrés de vacances comme moi, peut-être que pour d'autres, les vacances approchent. Je vous le souhaite et je vous souhaite voilà, de bien profiter. Autant que moi, j'avoue que j'ai passé des vacances merveilleuses. C'était génial. Et aujourd'hui, on a un super sujet à aborder ensemble qui était: que faire quand je sens que mes clients attendent de moi une baguette magique? Dites-moi déjà, que vous soyez en live, en replay, si c'est quelque chose qui vous arrive souvent, de temps en temps ou quasiment tout le temps. C'est un sujet qui est récurrent, en tout cas chez les professionnels de l'accompagnement, qu'on soit coach, qu'on soit thérapeute. C'est quelque chose qui revient généralement régulièrement. Salut Maria. Je vous laisse me dire dans le chat, dans les commentaires, si c'est quelque chose qui, à quelle fréquence ou à quel degré ça vous parle pour vous euh, en tant que professionnel. Juste pour me dire un peu voilà, comment ça résonne dans vos espaces à vous d'accompagnement. Parce que, alors c'est un sujet qu'on a abordé récemment en supervision Libé avec une des personnes qui disait ben moi j'ai des cas qui sont difficiles, qui sont lourds, qui arrivent à moi, et c'est des gens qui souvent veulent du rapide, en fait, veulent un changement très, 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 très rapide et ne sont pas prêtes à faire le travail de fond qui prend un peu de temps, heu, plus ou moins selon les personnes, qui prend un peu de temps pour arriver à travailler sur les problématiques. Et puis moi aussi, hein, à titre perso, je vous parle de ce sujet-là et ça me concerne aussi. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'est quelque chose qui m'a concernée. J'ai eu beaucoup ça au début et en fait, je l'ai eu de moins en moins, de moins en moins et puis à un moment donné, je ne l'ai plus eu ou en tout cas, je m'en suis complètement détachée. C'est-à-dire que même quand ça arrive, en fait, je suis dans un détachement total vis-à-vis de ça. Je repositionne les choses, on va en parler avec les personnes avec qui je suis en lien. Mais en tout cas, c'était quelque chose que j'ai beaucoup vécu et je sais que c'était un point que j'abordais souvent en supervision avec la personne qui me supervisait. Et heureusement qu'elle était là pour me superviser et pour m'amener en fait à voir les choses autrement et puis aussi à l'aborder avec mes clients. Marlène, tu dis: «Ça m'arrive régulièrement quand je fais des soins énergétiques». Claire, tu dis: «Très souvent, d'autant plus avec les parents d'ados et d'enfants». OK, quand ça ne les concerne pas parce qu'ils veulent vite que la relation, se rétablisse et que leur propre stress finalement, s'en aille. Et c'est vrai que, quelle que soit en fait la discipline dans laquelle on est, et puis souvent on n'en a pas qu'une d'ailleurs, hein, on a plusieurs outils, plusieurs, formations. Hem Quel que soit en fait le domaine dans lequel on est, on a des clients qui oui, qui vont avoir ces attentes-là et parfois selon
justement les disciplines auxquelles on est formé, ça va être encore plus fort. Effectivement, le soin énergétique, par exemple, tout ce qui est énergétique, les gens le voient, aujourd'hui, les gens, souvent, ils ont même pas forcément envie de comprendre, ils ont juste envie qu'il se passe le truc qui fait que tous leurs soucis, tout leur mal-être, toute leur souffrance va disparaître et que ça va faire partie du passé et puis que ça n'existera plus. On a les mêmes choses avec l'hypnose, que tout ce qui est en fait affiché comme de la thérapie brève, très souvent les gens ont des attentes de rapidité, qui est très forte et c'est pas une réalité. Je veux dire quand on fait de l'hypnose, si on travaille sur des problématiques qui sont importantes, où il y a du fond derrière, où il y a vraiment quelque chose, heu, ce qui est très souvent le cas, eh bien, ça prend pas qu'une séance. OK. Alors du coup, comment ça s'exprime déjà de la part du client? Bah, ça peut s'exprimer de plein de façons différentes. Nos clients, ils peuvent soit nous le dire très clairement, et là pour le coup, ben, voilà, il y a pas de doute, mais ils peuvent aussi le sous-entendre, ils peuvent aussi nous le faire, ressentir. Alors ça peut être avec des phrases, hein, du style, quand un client arrive et qui nous dit que, on est le 10e thérapeute ou coach qui vient voir parce que, il y a rien qu'à avancer avec les autres, parce que les autres n'ont servi à rien et cetera et que vraiment vous êtes moi je me suis entendue dire, hein: «Vous êtes mon dernier espoir, et j'ai vu que, donc je pense que». Hem On ressent en fait qu'il y a une attente qui est très, très forte. Des personnes qui vont, vous dire que, ils croient plus en fait en la thérapie, en coaching, en je ne sais enfin ça dépend pourquoi ils viennent, mais qui n'y croient plus et que du coup ils viennent comme, un dernier sursaut d'espoir. Et en fait, ils envoient le message qu'ils attendent des preuves très rapides de l'efficacité, en fait, de ce qu'on fait et de l'efficacité, sur eux, en fait, sur leurs problématiques, ce qui sous-entend de faire disparaître leurs problématiques de manière extrêmement, rapide. Alors, juste en aparté, ça peut cacher notamment 3 choses chez nos clients. Ça peut cacher que, parfois on a des clients c'est ce que c'est des choses qu'on aborde, dans la formation que je propose, mais c'est c'est le système des projections dont je vous parle aussi, régulièrement ici. C'est qu'il y a des clients qui ne se sentent pas assez, heu, qui ont une blessure qui est autour de «je ne suis pas assez» et finalement, comme ils ne veulent pas le ressentir qu'ils ne sont pas assez, d'ailleurs très souvent, c'est des gens qui vont se présenter comme très affirmés, très sûrs d'eux et cetera, mais qui à l'intérieur ont un enfant intérieur qui ne se sent pas assez, eh bien ce «je ne suis pas assez», ils vont le projeter à l'extérieur et ils vont le projeter sur le thérapeute ou sur le coach et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher à faire ressentir au coach ou au thérapeute que lui n'est pas assez. Ce qui lui permet de tenir à distance, chez ce client, le fait de ne pas se sentir assez. Donc il va le projeter sur le thérapeute et donc un des moyens de faire en sorte que le thérapeute ne se sente pas assez, c'est de le mettre sous pression, en fait, dès le départ avec des attentes et des demandes qui sont très fortes pour que le thérapeute, en fait, sente qu'il n'y arrive pas, finalement. Donc ça peut cacher ça, ça peut cacher aussi l'alimentation d'une croyance, c'est-à-dire que si la personne, elle croit, par exemple, qu'elle n'est pas sauvable, et qu'elle cherche à rester dans un statut de victime, ce qui ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui se plaint et cetera. On peut être attaché à sa victimité sans être quelqu'un de plaintif. Parfois, on a une image, de la personne en posture de victime qui serait, très, comme ça d'ailleurs, c'est comme ça souvent qu'on la représente, très comme ça, à subir, à se plaindre et cetera, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi: je reste attachée à des croyances liées à un statut de victime et donc la personne, en fait, elle peut chercher à alimenter ça et à se dire: «Voilà, je ne suis pas sauvable et donc je vais alimenter cette croyance en faisant en sorte de mettre en échec aussi, le thérapeute ou le coach avec lequel je travaille, qui va venir me renvoyer en étant en échec, qu'effectivement il ne peut rien faire pour moi et que personne ne peut rien faire pour moi».
Et puis, ça peut aussi cacher des peurs et notamment une qu'on verra un petit peu plus loin. N'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions et également à peut-être partager ce que, même si on se retrouve pour les pros, on se retrouve sur le Zoom après pour ceux qui seront là, mais n'hésitez pas à partager dans le chat parce que très souvent, ça fait écho chez les uns, chez les autres, ce que vous vivez et il faut surtout, entre nous, entre professionnels, avoir, beaucoup de bienveillance et pas de jugement parce que, ce que vivent les uns, encore une fois, c'est ce qu'on vit nous. Parfois, on ne veut pas le voir, mais on le vit aussi. Du coup, pourquoi c'est important de le gérer et de ne pas continuer, en fait, à poursuivre l'accompagnement ou à le démarrer comme si de rien n'était. C'est important pour vous parce que si vous ne désamorcez pas ça, en fait, vous allez vous sentir sous pression. Moi, je le sais, je l'ai vécu. C'est-à-dire que je me sentais complètement sous pression du résultat. Du coup, je regardais tout ce que je faisais, j'étais à regarder quel changement la personne elle pouvait avoir dans sa vie après chaque séance, et cetera. Et c'était hyper anxiogène pour moi parce que même dans la séance, je sentais que, ouais, c'était pas fluide à l'intérieur de moi, c'était pas léger parce que j'avais cette pression que je me mettais, que la personne m'avait mise, mais que j'avais accepté de prendre et qui faisait que c'était lourd. Donc c'est important pour vous de pouvoir vous décharger de cette pression-là et de la redéposer à l'extérieur parce que c'est pas la vôtre et elle a pas sa place ici. Et puis aussi, sur le client, ça met une pression sur le client. Il s'en rend pas compte, mais en étant dans cette démarche-là, il se met lui-même une pression puisque si jamais ça ne marche pas au rythme, qu'il, souhaite, comme il le souhaite, dans un délai qu'il a un peu, fantasmé lui, bah, finalement, qu'est-ce que ça va lui renvoyer? Ça va lui renvoyer que je suis nulle. Je suis nulle parce qu'avec moi, ça ne marche pas. Je suis nulle parce que je fais de l'hypnose, mais en fait, je continue à fumer, je continue à manger, je continue à avoir cette phobie, je continue à voilà, et du coup, en fait, le problème vient de moi. Donc, c'est important aussi de le désamorcer pour nos clients, pour qu'eux-mêmes puissent opérer ce détachement que nous-mêmes, on va faire. Et puis, c'est important pour pas vous ressentir ce sentiment, dont je vous parle souvent, d'impuissance, d'échec. Vous vous rappelez, hein, je vous parle souvent du syndrome du sauveur impuissant chez, le thérapeute, notamment, beaucoup. Mais ça, en fait, c'est réveillé par des clients justement qui vont avoir des attentes fortes et donc c'est important de le déposer, de désamorcer ces attentes justement pour ne pas tomber dans ce syndrome du sauveur impuissant, heu, qu'on peut, enfin qu'on a. Je vais dire qu'on peut avoir, mais qu'on a. Voilà et puis c'est important aussi parce que si on ne se détache pas de ça, le risque en fait, c'est que, on aille dans des choses que moi je vois comme des dérives dans les accompagnements et que j'ai vues, par certains clients que j'ai pu accueillir, par certaines discussions que j'ai pu avoir dans des espaces avec d'autres thérapeutes, par des choses que moi-même j'ai vécues en tant que cliente. C'est-à-dire qu'on peut aboutir à des dérives d'accompagnement et encore une fois, je ne juge pas, je juste j'alerte et peut-être que ça vous est arrivé, d'aller dans ce type de dérive, mais c'est quoi? C'est sortir de sa zone de compétence. C'est-à-dire que comme je vais me mettre une pression de dingue pour répondre aux besoins du client, à son attente, qui est cette fameuse baguette magique, il veut que ça aille vite et cetera, et bien peut-être que je vais sortir de ma zone de compétence, que je vais me mettre, par exemple, à vouloir faire de la psychothérapie alors que j'ai aucune connaissance, en psychologie et cetera, ou je vais me mettre à vouloir lui faire un soin énergétique parce que, je sens que j'ai quelque chose, que j'y arrive un petit peu et cetera, mais en fait, je ne maîtrise pas du tout ça, l'énergétique, mais c'est pas grave, je vais y aller. Ça, j'en ai vu, hein, des personnes qui disent: «Oh, je lui fais s'allonger, je mets les mains, j'envoie de l'énergie et cetera, de l'amour». Ouais, mais si tu maîtrises pas ça et que c'est quelque chose que tu maîtrises pas, tu peux faire beaucoup plus de mal, que de bien
parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire en réalité. Hem, donc voilà, ça peut amener à ce genre de dérive ou des gens qui vont se dire: «Bah tiens, je vais faire, j'ai lu un bouquin, j'ai lu un bouquin d'hypnose, je vais lui faire de l'hypnose». Oui, mais si tu es pas formé en hypnose, c'est pas parce que tu as lu un bouquin d'hypnose que tu es praticien en hypnose. Voilà, les diplômes qu'on a, les formations qu'on a suivies, elles sont, importantes et si elles existent, c'est justement parce que, derrière, il y a tout un tas de choses qu'on nous apprend. Donc attention à ne pas sortir de nos champs de compétences. Ça peut aboutir à aussi des dérives qui, pour moi, sont importantes, qui est le non enfin le de ne pas obtenir le consentement thérapeutique d'un client. C'est ce qu'on peut voir notamment dans les soins énergétiques. Il peut arriver qu'une personne, par exemple, elle va avoir un thérapeute qu'elle pense, je ne sais pas, être, sophrologue, hypnothérapeute et puis elle va se retrouver à un moment donné allongée sur une table. Elle ne sait pas ce que le thérapeute fait. Peut-être qu'il va faire du reiki, peut-être qu'il va faire, un autre type de soins énergétiques. Bref, peu importe, mais en fait, le client ne sait pas et n'a pas donné son accord. Ça, pour moi, c'est pas OK non plus et ça peut être lié au fait qu'on se met la pression parce qu'on veut obtenir un résultat et du coup, on va mettre en place plein de moyens, mais sans même, en fait, le consentement de nos clients et puis parfois, ça peut aboutir à une autre dérive qui est de prendre des raccourcis qui ne sont pas adaptés à notre client. Parce que si notre client, lui, il nous demande de la rapidité, ça ne veut pas dire qu'il est prêt à aller vite. Ce n'est pas parce qu'il veut aller vite qu'il est prêt à aller vite. Et d'ailleurs, très souvent, quand on est dans un accompagnement thérapeutique avec un aspect psychothérapeutique, ce qui est le cas dans l'approche Libé, par exemple, euh, les gens ont besoin aussi de suivre un processus, ont besoin d'appréhender les choses progressivement pour pouvoir être capables de les gérer et justement de pouvoir s'en libérer. Mais si d'un coup on les alors c'est pas le terme, psychologique quand on dit ça, mais on les projette tout de suite, on les jette dans quelque chose, auquel ils sont pas à laquelle ils sont pas prêts, ça va être compliqué et ça, c'est quelque chose qui peut arriver si justement on a envie d'aller vite et que du coup on va trop vite, plus vite que la musique. Marc, tu dis, «Pour ne pas être sous pression du résultat, proposer le partenariat. Je ne peux rien faire si tu ne me donnes rien. Accompagner, pas faire à la place. Responsabiliser autant que l'un que l'autre. Je t'accompagne, mais c'est toi qui mènes la barque». Tout à fait. Effectivement, après je ne sais pas, ce que tu fais, toi, Marc, comme, dans quelle pratique tu es, mais oui, oui, effectivement, effectivement. Mais là, c'est comment, en fait, ce que tu évoques, c'est comment, en fait, tu vas désamorcer ça avec ton client. Là, effectivement, moi, ce qui était important et on va y venir, hein, Marc, tu as parfaitement raison, c'était, bah, surtout comment ça s'exprime et puis pourquoi c'est important de le gérer parce que ça peut aboutir à ce type de dérive-là et effectivement, comme tu le dis, hein, Marc, ce qui est important, c'est de désamorcer ça, en fait et de surtout, pour moi, de surtout pas entretenir cette attente et de faire, tomber, en fait, l'illusion que ça peut se faire comme ça. Comme je le dis souvent, parce que je m'étais dans un de mes précédents, d'un de mes posts, de cette semaine quand je parlais, d'appréhender la conduite, heu, en roulant à gauche avec la conduite dans la voiture à droite. C'est vrai que c'est quand ça fait 20 ans qu'on est habitué, qu'on est dans un fonctionnement, on ne peut pas espérer tout changer comme ça en 24 heures. C'est pas possible. Il y a tout un système de croyances, tout un système, énergétique, tout un système de pensée qui s'est mis en place, qui s'est nourri. Les circuits neuronaux se sont mis en place et ça prend du temps avant de défaire tout ça. Dès la première séance, ouais, tout à fait, Marc. Dis-moi ce que tu fais, Marc, que du coup, je crois pas qu'on se connaisse. Hem, voilà, donc désamorcer, c'est important. Désamorcer, c'est déjà poser la question. C'est de dire: «OK, vous me dites que» ou «Je ressens que» ou «À travers ce que vous m'avez dit, je perçois que». Hem,
qu'est-ce que vous entendez par là, en fait? D'amener la personne à vous expliquer, à vous poser qu'effectivement elle a des attentes. Qu'est-ce qui fait que vous mettez autant d'attentes à l'accompagnement qu'on va démarrer ensemble? Et je dis bien qu'on va parce qu'effectivement, comme tu le dis, Marc, c'est important que, ce soit désamorcé dès le début, même si à un moment donné, ça peut aussi arriver un peu plus tard. Et quand ça arrive un peu plus tard, bah, vous le désamorcez au moment où ça arrive parce que parfois nos clients ne vont pas nous le dire tout de suite, puis c'est au bout de 5, 6 séances ou 3, 4 qu'ils vont dire: «Là, je ne comprends pas, je pensais qu'en 2, 3 séances, ce serait réglé». Donc vous pouvez le désamorcer à ce moment-là, mais sinon, effectivement, dès la première. Et puis, vous pouvez aussi, le mettre dans votre cadre thérapeutique. C'est-à-dire que, lors de la première séance, quand vous posez votre cadre avec votre client et le cadre thérapeutique, il est hyper important. On en avait parlé dans un précédent live. Dans le cadre thérapeutique, ça peut être posé justement quel est le rôle de chacun? Comment je vais vous accompagner? Et puis comment, c'est pas une baguette magique ce qu'on va faire. Donc, de poser la question à nos clients sur qu'est-ce qui fait que vous mettez autant d'attentes? Alors après, il peut y avoir plein de réponses différentes et de d'échanger en fait autour de ça, de cette attente. Vous pouvez dire à votre client: «Bah, c'est bien, si vous avez cette attente-là, ça montre, que vous avez un objectif. Ça montre que vous êtes clair sur ce que vous attendez et que peut-être c'était pas le cas avant et qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus clair pour vous et peut-être que vous aviez besoin de faire ce cheminement-là avant pour savoir exactement où vous vouliez aller, à quel changement vous vouliez aboutir, à quel type de comportement vous vouliez pouvoir adhérer, quel type de pensée et cetera». Parce que parfois c'est ça aussi, les gens ne se rendent pas compte du chemin qu'ils font. Ils ont tendance à pas regarder dans le rétroviseur du chemin qu'ils ont parcouru avec d'autres thérapeutes et pourtant ils en ont parcouru. Donc ils viennent en mode: «Oui, avec les autres, ça n'a pas avancé», mais en fait si, ça a avancé et parfois ça a avancé juste déjà de savoir définir: «Qu'est-ce que je veux pour moi pour la suite?» et à quel point c'est devenu important pour moi, ce qu'on appelle la détermination d'objectifs en hypnose, et en PNL, mais c'est ça, c'est de dire à notre client: «OK, maintenant c'est bien, vous avez votre, salut Sandra, bienvenue. Vous avez votre objectif qui est beaucoup plus clair, on va pouvoir avancer. C'était peut-être pas le cas avant». Voilà. Pour ramener en fait comment dire? Que cette attente ne soit plus une attente, mais soit finalement, hem, ramenée à l'objectif que la personne se fixe. C'est plus: «J'attends quelque chose d'immédiat», c'est: «Maintenant je sais ce que je veux» et du coup, ça désamorce, cette, notion d'attente puisqu'on n'est plus dans de l'attente, on est dans un objectif, même s'il n'est pas forcément toujours atteignable exactement comme la personne le souhaiterait. Parfois la réponse ça va être, «C'est urgent, c'est urgent». OK, mais qu'est-ce qui fait que, vous n'êtes pas allé voir quelqu'un avant? Qu'est-ce qui fait que vous avez attendu jusqu'à être dans cette situation d'urgence pour venir? Et ça permet aussi, il ne s'agit pas de lui dire: «Vous avez trop attendu», mais de le questionner sur pourquoi il a attendu. Et ça permet, ce questionnement, de remettre aussi les responsabilités de chacun à la bonne place et de remettre la responsabilité aussi au client. Si aujourd'hui il est dans cette situation d'urgence, c'est probablement parce que il n'a pas fait le choix de venir voir quelqu'un avant et c'est OK. Mais c'est pas, du coup, ma responsabilité en tant que thérapeute de prendre en charge, cette urgence qui n'a pas été vue avant, OK? Je suis pas en train de parler des gens qui sont en situation, d'urgence vitale et cetera parce que ces gens-là, on les renvoie aussi vers des psychiatres ou vers des urgences si c'est nécessaire. Parfois, les gens vont nous dire que ça conditionne le maintien d'une relation et que c'est pour ça qu'ils veulent absolument, que ça aille vite parce que le mari, le copain, a mis un enjeu sur cet accompagnement et que ça va conditionner la poursuite de la relation et auquel cas, moi, ce que je vous propose, c'est de dire à cette personne: «Beh, écoutez, dites à votre conjoint ou à votre,
à votre compagne, expliquez-lui ce qu'est un accompagnement thérapeutique et dites-lui que c'est moi qui vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Et en fait, la pédagogie que vous allez avoir avec votre client, vous allez proposer à votre client de retranscrire ça à son conjoint, à la personne avec laquelle elle est en relation. Et vous pouvez également, moi c'est ce que je vous proposais parfois quand je voyais que vraiment c'était important, notamment au sein des couples, c'est de prendre contact avec le conjoint pour pouvoir parler avec lui, si le client est d'accord bien évidemment avec son consentement, de prendre contact pour expliquer comment va fonctionner l'accompagnement et qu'il n'y aura pas de résultat, de changement là, dans les 2 semaines qui arrivent et qu'il va falloir faire preuve de patience. Ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir un client qui était alcoolique et sa femme avait mis un enjeu, ce qui est compréhensible, hein, bien évidemment, sur l'accompagnement et qu'elle ne resterait avec lui que si il arrêtait de boire. Mais sauf que ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc, du coup, j'avais pris contact avec cette dame pour lui expliquer le processus, la complexité et ce qui était important, de lui dire que ce qui était important, c'était l'engagement dans lequel était son mari et pas la vitesse à laquelle il allait aller parce que la vitesse n'était pas en plus gage de pérennité derrière. On peut très bien arrêter vite de boire et puis finalement retomber dedans parce qu'on n'a pas traité les causes profondes qui ont amené la personne à tomber dans l'alcoolisme, par exemple. Donc voilà, ça peut être ça, puis ça peut être aussi de proposer un rendez-vous à 3 dans ce cas-là, de proposer un rendez-vous une fois avec le conjoint, la conjointe, pour pouvoir justement parler de l'accompagnement, de ce qu'on peut en attendre, de comment ça va avancer, que tout le monde soit au clair sur le fait que ce n'est pas quelque chose qui va tout régler comme ça. Vous pouvez aussi demander à votre client pourquoi, et ça c'est intéressant pour vous aussi, c'est pourquoi elle pense qu'avec vous, elle peut avoir cette attente-là. Pourquoi avec vous, elle peut attendre que ça aille plus vite ou que ça aille très vite ou que ça aille plus vite qu'avec d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'elle pense ça de votre accompagnement? Et ça va faire le lien avec la suite qui est aussi de se poser des questions sur nous en tant que thérapeute quand on a des clients qui sont dans ces attentes-là. Je vais y revenir. Mais vous pouvez la questionner sur pourquoi. C'est important d'entendre de vos clients aussi qu'est-ce qui les amène à penser que vous allez être différent des autres. Si c'est le cas, parce que peut-être qu'ils sont comme ça avec tous les thérapeutes. Je vous invite également à éviter, par exemple, en fin de séance, de questionner, parce que parfois certains thérapeutes le font, mais en fait, c'est pour se rassurer eux, de questionner à la fin d'une séance pour savoir qu'est-ce que vous ressentez comme changement, qu'est-ce que vous sentez comme transformation, ou qui, au moment où ils reçoivent la personne à la séance suivante, avant de la démarrer, leur demande quels changements ils ont pu constater lors de la précédente séance ou suite à la précédente séance. Parce que dans ce cas, on laisse entendre en fait qu'il y a forcément, après chaque séance, une transformation, ce qui n'est pas forcément le cas parce que les choses se font de manière progressive, se font de manière non consciente aussi parfois, se font, voilà, comme j'allais dire, en arrière-plan. La personne va mettre du temps à voir parfois qu'il y a des changements. Mais du coup, voilà, de poser des questions comme ça en début de séance ou en fin de séance, ça laisse entendre au client qu'il devrait ressentir des choses, qu'il devrait avoir constaté des choses. Et du coup, ça lui renvoie que ça ne marche pas ou que ce n'est pas assez rapide avec lui ou qu'il est nul, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, ça alimente cette croyance que ça devrait aller vite, ça devrait provoquer des changements plus rapides. Et puis, il y a un truc que je voulais aussi vous dire, c'est important aussi de voir que ça peut être aussi une façon, le fait de poser cette attente de baguette magique, ça peut être aussi une façon pour votre client, et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et c'est pour ça que c'est important d'en discuter avec nos clients, mais ça peut être une façon de dire qui n'est pas du tout conscientisée. Donc, c'est pas la personne ne vous le dit pas à demi-mot, elle n'a même pas conscience que c'est ça, mais ça peut être une façon inconsciente de dire: «J'ai pas envie d'aller voir
ce qui se passe au fond de moi. Je viens avec une problématique, je voudrais qu'on me l'enlève, mais je n'ai pas envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qui fait qu'il y a cette problématique. Surtout quand on travaille. Alors, moi, je considère que c'est toujours en lien avec des blessures. Mais quand on travaille particulièrement sur les blessures, bah, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur, dans le monde intérieur de la personne. Et il y a des personnes qui vont du coup avoir peur de ça. Et du coup, ça vous envoie aussi à vous une information qui est que cette personne, en fait, derrière son attente de rapidité, en réalité, elle attend de la lenteur. Et elle n'en a pas conscience. C'est-à-dire qu'en fait, elle attend de vous que vous preniez le temps, que vous y alliez progressivement et que vous preniez soin de sa sécurité intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc derrière une attente de rapidité, une demande de rapidité, une demande de baguette magique, il peut y avoir une peur qui cache en fait une demande de attention à ma sécurité. Et ça, du coup, le fait de pouvoir en prendre conscience et du coup rassurer la personne sur le fait que justement, le fait de prendre le temps, ça va mettre en sécurité. Alors, il ne faut pas toujours insister sur cette notion de sécurité dans le sens où quand on dit à un client: «On va prendre le temps pour vous mettre en sécurité» et cetera, ça sous-entend que ce qu'on va faire est insécure et dangereux, ce qui est pas le cas. Mais derrière ce mot sécurité, nous, thérapeutes, on entend autre chose, mais les clients peuvent entendre une notion de il y a un danger. Donc faire attention aux mots qu'on utilise, mais en gros, vous, ça vous donne quand même une information qui est: cette personne, elle a besoin déjà que j'aille installer peut-être plus de sécurité avec elle et que j'y aille justement en douceur. Et puis, ça vous donne aussi l'indication de qu'est-ce qu'elle est prête à s'accorder, elle, comme temps pour elle, comme investissement pour elle, quelle valeur aussi elle s'accorde. Ça vous donne des indicateurs, voilà, là-dessus, sur justement, enfin, pour avancer dans votre accompagnement, parce que peut-être que dans votre accompagnement, cette notion de j'ai pas de valeur, je prends pas du temps pour moi, je prends peut-être plus soin des autres que de moi-même, ça va avoir une importance. Et du coup, c'est important aussi quand on a posé toutes ces questions et échangé autour de ces sujets avec nos clients, de reposer en fait les choses et de reposer une sorte de cadre, comme tu le disais Marc, hein, qui est aussi de dire: «Voilà, moi je suis là, voilà quel est mon rôle». Mon rôle, c'est, alors ça dépend de ce que vous faites, hein, de vous écouter, de vous accompagner, de vous guider, de mettre à votre disposition les outils auxquels je suis, formée, qui font partie de mon ma 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 trousse à outils, ma besace, de thérapeute, d'accompagnant, de coach. Mais vous êtes acteur, en fait. C'est vous qui avez les ressources à l'intérieur. Moi, je vais vous accompagner pour aller les activer, les rechercher. Je vais vous accompagner pour aller explorer des choses. Mais c'est vous, en fait, qui faites, le job. Moi, je suis là aussi en soutien. Et puis d'expliquer à la personne que quand on a des des on a des, comment dire? Des désirs, des attentes, des envies qui sont très mentales, il y a d'autres choses qui se passent à l'intérieur. Il y a des résistances, il y a, des barrières, il y a des peurs qui font que des stratégies d'évitement, qui font que, bah, ça peut être plus long pour certaines personnes que pour d'autres. Ça peut être plus rapide pour certaines personnes que pour d'autres. Moi, j'explique toujours que je ne suis pas capable, parce que souvent les gens me disent: «Combien de temps ça va prendre?» Mais je ne sais pas en fait. Je suis incapable de vous le dire, je suis incapable de le dire parce que chaque personne est unique, que chaque personne a une histoire unique, que chaque personne a des défenses qui lui sont propres, des résistances qui lui sont propres. On n'est pas en train de parler d'une voiture qu'on répare, on n'est pas sur du je suis pas garagiste, on est sur de la psyché, de l'inconscient, de l'énergétique, selon le domaine, des croyances et cetera, des systèmes neuronaux qui sont en place et donc on est sur, des choses qui ne sont pas, maîtrisables en termes de temps que ça va prendre, tout simplement. Et ça, c'est important de l'expliquer au client en lui parlant de lui. Heu, Vous pouvez, prendre des exemples, faire des analogies qui peuvent être générales, qui peuvent être plus précises, mais
d'expliquer à quelqu'un qui a, par exemple, 50 ans, de lui dire: «Mais écoutez, ça fait 50 ans que vous fonctionnez de cette manière-là, ça fait 50 ans que votre système inconscient s'alimente, s'auto-alimente pour rester dans ce mécanisme-là», vous imaginez bien que ça va être difficile de faire sauter tout ça en 3 séances. Parce que ce que votre ego a mis autant de temps à construire, il ne va pas se laisser faire pour le laisser partir. Donc, on va faire les choses comme elles doivent se faire, on va faire au maximum, au plus, voilà, au plus juste, au plus adapté, mais il faut avoir conscience que ce n'est pas si simple, quoi. Et en hypnose, c'est pareil. C'est pareil, moi je le vois souvent avec mes collègues qui sont vraiment. Moi, je travaille, voilà, avec plein d'outils de manière intégrative, mais j'ai des collègues qui font que de l'hypnose et même quand on fait que de l'hypnose, je ne sais pas si vous êtes concernés, quand on fait que de l'hypnose, ben, il y a un c'est pas, comme ça. Sauf quand on est sur, des que qu'on peut appeler des bains d'hypnose, de la relaxation, mais sinon, si on fait un travail de fond sur une problématique, non, c'est pas si simple et c'est pas si rapide parce qu'on va venir soulever des choses qui vont appeler à d'autres choses, puis qui vont faire travailler sur d'autres points et voilà, parce que le système psychologique, la psyché, l'inconscient de la personne, c'est complexe, c'est complexe. Hem, voilà et je voulais finir oh là là, mon Dieu, il est 10h moins 10, je voulais finir en même temps que j'ai commencé en retard. Sur le fait de regarder aussi chez vous, de votre côté, pourquoi ça arrive. C'est important de venir aussi ramener le truc parce que là, on a parlé du client, de, comment il l'amène, pourquoi il peut l'amener, comment vous pouvez le désamorcer en discutant avec lui, en voyant les points chez lui qui viennent amener ça, mais il y a aussi vous, c'est important. Je peux vous assurer parce que ça a été mon cas aussi. Il y a votre communication déjà, la manière dont vous communiquez autour de ce que vous faites, de qui vous accompagnez et de ce que vous accompagnez. C'est ce qu'on voyait, l'autre jour justement en supervision avec une des personnes, de la formation. Heu, c'est parce qu'elle me disait: «Voilà, j'attire que des gens qui ont des problèmes, lourds, qui ont des grosses souffrances, qui ont vraiment des trucs qui nécessitent, un accompagnement, important». Mais en fait, elles sont pas prêtes à prendre le temps, elles veulent quelque chose qui soit, ultra rapide à chaque fois et du coup, bah, au bout de 2 ou 3 séances, elles arrêtent et du coup, je suis allée regarder, le site internet de cette personne et en fait, ce que je lui disais, c'est que quand on voit son site internet et c'est peut-être que ça vous fera résonance, c'est que tu disais le choix des mots que tu as utilisés appelle des gens en grande souffrance, déjà, parce que tu parles de souffrance profonde, tu parles de grande douleur, tu parles d'épreuves de vie importantes, tu parles je ne sais plus quels étaient exactement les mots, mais elle utilisait des mots qui appelaient des gens qui étaient dans des grandes souffrances, plus que des gens qui étaient en recherche de je sais pas, de casser un scénario répétitif, casser des comportements, plus que des gens qui avaient, des problèmes, je ne sais pas, dans leurs relations, amicales, de couple et cetera. C'était vraiment différent. Il y avait ça et en parallèle, comme elle avait plusieurs outils et notamment des outils de thérapie brève et qu'elle les listait en fait sous format un peu catalogue, bah, ce que je lui disais, c'est que finalement, les gens, ce qu'ils voient, c'est qu'il y a beaucoup d'outils de thérapie brève. Donc, d'un côté, ils sont appelés sur des problématiques lourdes et de l'autre côté, ce qui est mis en avant, c'est des outils de thérapie brève. Donc, du coup, si tu combines les deux, bah, tu te retrouves avec des gens qui sont en grande souffrance et qui veulent un résultat hyper rapide. Donc, regardez comment vous communiquez, d'autant plus que dans comment dire? Dans cet environnement où il y a de plus en plus de thérapeutes, beaucoup de thérapeutes se sentent extrêmement, anxieux, et dans la peur du manque, dans la peur de la concurrence et du coup, vont mettre en place des stratégies de communication ou, ouais, ou encore une fois, le choix des mots pour se démarquer des autres et ça va passer par
essayez d'être celui qui apporte plus que les autres, essayez d'être celui qui va plus vite, essayez d'être celui qui fait plus que. Mais du coup, ça aboutit à un truc inverse qui est que je vais faire croire de manière non consciente, hein, mais je peux laisser entendre aux personnes qu'avec moi, ça va aller plus vite, ça va être différent. Donc, je vais attirer des gens qui veulent aller plus, qui vont venir me voir moi parce que justement, c'est ce qu'ils pensent. Et finalement, je risque de créer de la déception et ça va finalement me desservir. Donc, de venir voir aussi, voilà, dans votre communication, comment vous vous positionnez aussi par rapport aux autres. Ce qui ne veut pas dire de pas se différencier et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en avant votre façon d'accompagner si elle est différente, si enfin, j'imagine que vous considérez qu'elle est probablement mieux ou plus efficace ou plus adaptée que celle d'un tel ou d'un tel sur telle ou telle problématique. Mais attention à pas, comme on dirait en stratégie marketing, à vendre du rêve aux gens et de rester centré sur, votre rôle et ce que vous apportez. Et puis de vous regarder aussi vous en tant que client. Est-ce que vous, en tant que client, vous êtes le genre de personne qui investit du temps et de l'argent pour vous, pour votre, développement personnel, pour votre thérapie? Si c'est pas le cas, vous allez avoir du mal à attirer des personnes qui sont en résonance. Enfin, on attire des gens qui sont en résonance avec nous. C'est d'ailleurs pour ça, que j'insiste autant souvent sur l'importance de faire un travail thérapeutique quand on est thérapeute en permanence parce qu'on attire des gens qui sont en résonance avec nous. Donc très souvent, quand on a des clients qui arrivent avec telle ou telle problématique, c'est parce que c'est une problématique qui est encore active chez nous. Et donc, je ne peux pas attirer à moi des gens qui sont prêts à s'investir en temps, en argent, si moi-même, c'est quelque chose que je ne fais pas. Si moi-même, quand je vais voir un thérapeute, je veux que ça prenne 2 séances parce que j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent et cetera. Je vais attirer le même genre de personnes. Moi, je sais qu'un jour et là, c'était pas en supervision, c'était avec une coach qui disait, «Vous verrez, soyez votre client idéal. Soyez vous votre client idéal». Et effectivement, quand on est soi son client idéal, mais on attire à soi des clients qui sont en résonance en fait avec nous, avec qui on est. Heu, D'aller voir aussi le syndrome du sauveur impuissant dont je vous parlais, hein, qui est souvent lié à l'enfance quand on a voulu et c'est pas forcément conscient, vous en avez peut-être pas encore conscience ou vous l'avez peut-être pas suffisamment, travaillé, quand on a voulu sauver son parent, qu'on a eu un parent qui allait pas bien, pour plein de raisons, un parent qui se confiait à nous de trop, un parent dépressif et cetera et qu'on a été dans cette posture un peu d'adulte, d'enfant adulte, ce qui n'était pas notre place, ben, on peut avoir tendance à être dans ce syndrome du sauveur ou et c'est souvent quelque chose qu'on oublie, quand on a une part en soi qui a besoin d'être sauvée et notamment notre enfant intérieur blessé et qu'on ne va pas le voir, qu'on ne va pas, l'accueillir et qu'on ne va pas le guérir et bien, du coup, on va, comme je prends souvent l'exemple du phare, c'est-à-dire qu'au lieu de retourner notre phare vers notre intérieur et vers notre enfant intérieur blessé, on va le tourner vers l'extérieur et vers d'autres enfants intérieurs blessés. Mais il y a cette part de nous qui a besoin d'être, entendue, guérie et tant qu'on ne va pas aller la voir, on va être dans ce syndrome en fait du sauveur impuissant. Donc d'aller regarder ça aussi et puis, je voulais finir sur un point qui était, votre vision à vous aussi, votre vision à vous de votre accompagnement. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps et ça fait partie aussi du sauveur impuissant. J'ai plus de batterie, attendez, ça coupe pas. Si vous êtes dans cette, problématique notamment du sauveur impuissant, mais pas que, c'est, comment vous aussi vous vous comportez dans votre accompagnement. C'est-à-dire que si vous regardez tout le temps, vous êtes tout le temps attentif à la moindre transformation chez vos clients, à chaque séance, comme si à chaque séance, il devait y avoir un changement. Je vous parlais toujours tout à l'heure des questions que vous pouvez poser, mais même sans les poser, comment vous vous sentez par rapport à ça? Si vous êtes toujours en attente d'un résultat après chaque séance, ça veut dire que vous aussi, vous avez la croyance que votre accompagnement doit apporter un changement immédiat. Et donc, c'est peut-être aussi à vous de,
revoir ça parce qu'il y a aussi ce pendant du sauveur impuissant qui est cette croyance de la toute-puissance thérapeutique. On n'est pas tout puissant. Donc on ne peut pas, comme le disait Marc, on ne peut pas faire plus et ni à la place de la personne. Nous, on est là pour soutenir, guider avec nos outils, nos champs de compétences, mais on ne peut pas faire à la place d'eux. Sandra, tu dis: «J'ai souvent été surpris d'avoir eu en séance des personnes avec des problématiques qui se rapprochaient avec mes expériences passées». Oui, on attire en fait, on attire enfin moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on attire soit des gens qui sont en résonance avec des choses qu'on a travaillées, donc du coup, parce qu'on est capable, donc ils sont attirés à nous parce que justement, on est capable de les accompagner et là, ça doit être super, un super warning pour nous de se dire: «Attention, je ne fais pas de projection et de transfert de contre-transfert sur mes clients». Ce n'est pas parce que moi, j'ai vécu le processus de telle ou telle manière, parce que moi, il y a ça qui s'est révélé dans ce truc-là que j'ai travaillé, que c'est ce qui doit se passer pour mon client. Donc je suis en capacité de l'accompagner, mais pour autant, je ne vais pas l'accompagner en miroir avec ce que moi j'ai vécu. Et puis, on attire aussi, Sandra, des gens qui, ce que je vous disais, des gens qui, au contraire, vont venir réveiller des choses chez nous, qui soit, bah, n'ont pas été travaillées du tout, soit, ont été travaillées, mais dans d'autres, couches, j'allais dire, parce que souvent il y a des couches, hein, dans tout ça, et que du coup, ça vient réveiller et ça, c'est pour ça que c'est hyper important d'être supervisé, heu, pour que parce qu'un superviseur va nous aider à le voir et puis, d'être accompagné par un thérapeute pour pouvoir justement travailler tout ça et surtout ne pas travailler ou se faire croire qu'on travaille, de manière non consciente à travers nos clients. Parce que beaucoup de thérapeutes et je le vois chez beaucoup de sophrologues, et je ne dis pas que c'est le cas de tous les sophrologues, hein, attention Sandra, mais j'ai remarqué chez beaucoup de sophrologues que, heu, les sophrologues en fait faisaient pas forcément un travail sur eux. D'ailleurs, on peut le voir dans les groupes de sophrologues, hein, on peut pas dire que la bienveillance soit, de mise, de manière, très importante, le non-jugement et cetera. Donc voilà, on sent que, pour beaucoup, il y a pas eu de travail introspectif, intérieur, de libération qui ont été faites et du coup, le risque chez ces personnes-là, c'est de venir en fait, inconsciemment vouloir travailler sur eux, mais en travaillant avec leurs clients et du coup, ils vont justement jouer dans des transferts, des contre-transferts, des projections qui vont, desservir leurs clients, puis qui vont même pas les aider eux. D'où l'importance effectivement de travailler sur soi toujours, qu'on soit sophrologue, hypnothérapeute, énergéticien et voilà, hyper important parce que, même voilà, même des gens qui sont, des médiums et cetera, c'est hyper important parce que, on a nos filtres. Un médium, il a son filtre aussi, d'ailleurs les médiums l'expliquent, hein, c'est qu'à un moment donné, ils ne savent pas toujours si ce qu'ils retranscrivent à leurs clients est totalement juste et c'est pour ça qu'ils posent beaucoup de questions. Les gens vont dire: «Ah bah oui, mais s'il me demande de valider des choses, c'est parce que, en fait, il ne sait pas». Bah ouais, parce qu'il a ses filtres. Il y a ça passe à travers son cerveau, en fait. Ça passe à travers son ego, ça passe à travers son cerveau et donc ce qu'il retranscrit, il n'est pas certain que ce soit, totalement pur et ça ne peut pas l'être. Ah, c'est super Sandra. Bah, c'est une preuve, tu vois, pour moi, c'est une preuve de maturité personnelle, professionnelle, c'est une preuve ouais, d'éthique, de déontologie, et les écoles de formation n'insistent pas suffisamment là-dessus. C'est hyper, hyper important. Voilà. Alors, pour les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent, on se retrouve sur Zoom juste après. Et si vous avez des questions, je vous laisse quand même le temps de les poser. J'attends quelques minutes. Vous avez le lien Zoom, au-dessus ou en dessous pour nous rejoindre.
Voilà. Sinon, on se retrouve dans 15 jours. Je vais probablement changer le jour dans 15 jours parce que mardi dans 15 jours, je crois que je prends le train. Du coup, je ne serai pas dispo, mais j'essaierai de le faire soit la veille, soit le lendemain. Pas de questions. Bon. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent. Ah, ok, Sandra. Bah, peut-être une prochaine fois. Tu retrouveras des collègues sophrologues. Belle journée à toi, belle journée à tous et à dans 15 jours ou à tout de suite. Ciao!